Les hautes terres de Madagascar étaient autrefois couvertes de forêts luxuriantes, jusqu'à ce que la misère pousse les habitants à les raser pour en tirer du charbon de bois pour cuisiner. Convaincue que la lutte contre la pauvreté passe par l'éducation, la médecin Yanta Ramiandaniarivo se rend régulièrement à Fiadanana. Avec son ONG Zahana, elle a contribué à la construction de la première école du village. La protection de la nature figure au programme scolaire. C'est pourquoi Yanta a apporté des plans pour le jardin de l'école. La déforestation n'est pas uniquement un problème social. Elle a également de graves conséquences sur la santé des gens. S'il n'y a plus d'arbres, comment peut-on vivre? Nous avons prévu de planter 15 000 arbres. Chaque enfant en plantera 5. Les enfants apprennent ainsi la valeur des arbres dès leur plus jeune âge. La docteure Yanta, qui a grandi à Fiadanana, a travaillé en tant que directrice au ministère de la Santé dans la capitale. Aujourd'hui retraitée, elle souhaite venir en aide aux habitants de son village. Il y a 10 ans ici, c'était le désert. Pourtant, on peut tout faire pousser. Nous avons essayé de planter des avocats et des mangues, des fruits qui poussent même dans les régions très arides. Et on a montré que ça marchait ici. Les gens ne les plantaient pas avant, mais finalement, ça pousse. Aujourd'hui, le jardin de l'école est la seule oasis dans ce paysage de steppe. L'explosion démographique de Madagascar a entraîné un développement exponentiel de l'agriculture sur brûlis. Les forêts ont fait place aux rizières et le reste des arbres a été abattu pour faire du feu. L'érosion qui s'en est suivie a considérablement appauvri les sols. Le riz, l'alimentation de base de la population, n'est aujourd'hui plus cultivable que dans les vallées les plus humides. Andy Ramilson, un collaborateur du docteur Yanta, explique comment fabriquer du charbon bio à l'étouffée en utilisant l'herbe locale à la place du bois. Le charbon bio permet de réduire l'exploitation forestière. Plus ils en produiront, moins ils abattront d'arbres. Et ils n'auront plus besoin de se déplacer aussi loin pour trouver du bois. Chaque jour, les villageois effectuent plusieurs heures de marche pour trouver du bois de cuisson. À la place du bois, ils pourraient utiliser les déchets du riz et de l'herbe, deux ressources dont ils disposent à profusion. Le charbon est produit par pyrolyse dans un baril pendant 12 heures, avec un apport limité en oxygène. Ça c'est bon, tous les pales de riz sont bien carbonisées. Et maintenant on va éteindre le feu et on enlève ça là-dedans. Le charbon obtenu est facilement transformable en granulés. L'argile diluée constitue un excellent liant. Le pouvoir calorifique du charbon bio est supérieur à celui du bois. La vente des granulés est une source de revenus qui ouvre de nouvelles perspectives aux hommes du village. Ici, la cuisine se fait directement sur le feu, ce qui occasionne d'importantes déperditions de chaleur. Andy Ramilson explique aux villageois comment fabriquer des fours d'argile. Ils sont 5 fois plus performants car ils protègent les flammes du vent. Il faut percer de petites ouvertures d'aération dans les parois du four pour éviter que le charbon ne s'éteigne. Pour pouvoir économiser des combustibles, la chaleur reste là-bas pour renforcer la rapidité. À Madagascar, même les innovations les plus modestes nécessitent de la patience. D'où l'importance de cette école, construite il y a 15 ans et financée par l'ONG Zahana. L'organisation a également fait construire une école dans le village voisin, où elle emploie 5 enseignants. L'État est trop pauvre pour scolariser tous les enfants du pays. L'école a été construite par les parents des écoliers, et les villageois s'occupent eux-mêmes de son entretien. Depuis 2019, nous proposons tous les jours des repas aux écoliers. Ils sont en train de les préparer. La plupart des enfants ne peuvent pas manger chez eux parce que leurs parents partent tôt le matin pour aller travailler dans les champs.
Ici, nous les nourrissons. Et comme nous préparons les repas sur place, ils apprennent aussi à cuisiner. Nous ne leur apprenons pas uniquement à lire et à écrire, mais aussi à faire la cuisine. Et qu'est-ce qu'on fait avant de manger? La prière! Depuis la mise en place des repas scolaires, plus aucun enfant du village ne souffre de malnutrition. Les activités de Zahana sont financées par des donateurs privés du monde entier. Mais l'entretien du matériel relève de la responsabilité des habitants. Et c'est un défi constant pour tout le monde. Une fuite dans cette conduite d'eau n'a été réparée qu'à la dernière minute. Et uniquement parce que l'équipe du docteur Yanta l'a signalé aux villageois. Il faut surveiller les canalisations. On entretient régulièrement les conduites d'eau, mais on ne peut contrôler que les conduites hors sol. S'il y a un dégât sur une conduite enterrée, on ne peut pas faire grand-chose. Ce ne sont pas des ouvriers, ils font ce qu'ils peuvent. Ce sont des agriculteurs. Marcus Feigle a fondé Zahana en 2005 avec le docteur Yanta. Il a également contribué au financement du réseau de distribution d'eau. Marcus vit aux États-Unis. Le docteur Yanta l'a rencontré il y a 20 ans à l'occasion d'un séjour d'études à Hawaï. Depuis, il la soutient en collectant des dons pour l'ONG Zahana. Nous faisons du développement participatif. On ne s'est pas contenté de livrer un réseau de distribution d'eau clé en main. Nous avons engagé des personnes qui ont posé les canalisations avec les villageois. Ils ont construit eux-mêmes leur système. Depuis 2006, un réseau de 4 km alimente 7 points d'eau. Avant cela, les quelques 800 habitants du village puisaient dans cette mare boueuse. À présent, l'eau est propre et facilement accessible. Depuis que nous avons de l'eau potable, aucun enfant n'est mort. Avant, 30 à 50 d'entre eux mouraient chaque année à cause des germes présents dans l'eau. Mais grâce à notre réseau de distribution, c'est terminé. L'aide au développement a radicalement changé la vie de ces gamins qui bénéficient désormais d'une école, de repas réguliers et d'eau potable. Mais la plupart des villages de Madagascar n'ont pas cette chance. Le manque de matériel médical est lui aussi particulièrement préoccupant. À 200 km de là, le docteur Zavaniarivo Rampagnato forme des sages-femmes dans l'un des rares centres de soins locaux. À Madagascar, le nombre de bébés morts à la naissance est 10 fois plus élevé qu'en Europe. N'aie pas peur, ça ne fait pas mal. Cette femme enceinte n'a encore jamais vu un appareil à échographie. Il a été apporté par le docteur Zava, c'est ainsi que les gens la surnomment. Et là, tu vois la tête de ton bébé. Regarde. Le docteur Zava et son équipe appartiennent à l'association Médecins pour Madagascar. Il y a encore des femmes qui ont peur. Nous leur expliquons que notre appareil ne représente aucun danger pour leur bébé. Mais elles ne sont pas toujours très rassurées. Mais certaines sont très contentes de pouvoir voir leur bébé. Oui, elles sont heureuses de voir leur bébé pour la première fois. Et elles sont aussi très contentes que ce service soit gratuit. Nous allons passer en revue notre checklist. Écoutez bien. À Antananarivo et sa région, le docteur Zava et son équipe bénéficient du soutien de 30 centres de santé. Sur cette île, la mortalité maternelle est presque 60 fois plus élevée qu'en France et en Allemagne, et le nombre de médecins ne dépasse pas 1 pour 10 000 habitants. C'est 40 fois moins qu'en Europe. Celles qui ne sont pas encore enregistrées sont invitées à le faire en présentant leur carte d'identité.
Ensuite, nous vous présenterons M-Tomadi, un système d'épargne grossesse en ligne accessible à toutes les femmes enceintes. Pour adhérer, il suffit d'une carte SIM. Comme dans de nombreux pays en voie de développement, la plupart des Malgaches payent leurs soins de leur poche. Le transport vers l'hôpital est trop coûteux pour la majorité des familles. Mais avec M-Tomadi, même les interventions d'urgence avant la naissance sont prises en charge. Cette future maman veut adhérer à M-Tomadi. Avec son portable, elle effectue un premier versement de 5 €. Puis elle versera une cotisation mensuelle de 3 €. M-Tomadi a été créé par l'ONG Médecins pour Madagascar. Ton argent est arrivé. 20 000 ariary. Ok, c'est confirmé. Nous lui avons montré qu'elle avait reçu un bonus au moment de son premier paiement. Son compte est à présent créditeur de 30 000 ariary, c'est-à-dire 7 €. Et elle sait que l'argent est sur son compte. Le siège de Médecins pour Madagascar se trouve non loin d'Antananarivo, capitale de 3 millions d'habitants. L'association, fondée il y a 8 ans, emploie aujourd'hui une trentaine de personnes, des médecins, des sages-femmes et des informaticiens. Tous travaillent à l'optimisation de la plateforme M-Tomadi. Certains programmeurs viennent d'Allemagne. Le médecin berlinois Julius Emrich est l'un des fondateurs de l'association. Il a participé au développement de M-Tomadi. Nous sommes surpris par le nombre de femmes et de familles qui utilisent notre plateforme. Ça va bien au-delà de ce que nous attendions. Nous recevons également de nombreuses demandes de la part d'hôpitaux ici dans la capitale, mais aussi dans d'autres régions de Madagascar qui souhaitent utiliser notre plateforme. Et ça nous fait très plaisir. Ce système innovant compte d'ores et déjà 10 000 membres cotisants. Outre Madagascar, le gouvernement du Ghana envisage lui aussi de tester ce service.